Bonjour à tous et toutes. Bienvenue pour cette seconde Agora du festival Afropixel 8 organisé par Kurt Yosan et dédié aux technologies émergentes, à l'éthique et au commun. On va commencer la réunion dès maintenant. Merci à tous d'être présents et merci également à tous nos intervenants. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux sociétaux induits par le développement des technologies émergentes et la façon dont on peut en faire usage au service du collectif et des communs sur le continent africain. Après une première agora qui, la semaine dernière, a abordé la vision des communs depuis les Suds, et une troisième agora qui se déroulera le 31 mars, ce qui abordera la place de l'IA dans la création artistique. Donc, en termes de déroulé, je vous propose qu'on fasse 1h30 d'échange avec nos intervenants et qu'on consacre ensuite une petite demi-heure à des questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat du Zoom afin qu'on puisse les compiler et les poser à nos intervenants. Et puis, merci d'avance de bien penser à couper vos micros pendant les interventions. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos invités, que je remercie encore pour leur présence, en commençant par Martha Revuelta. Martha, bonjour et merci d'être avec nous. Donc, tu es artiste et designer. Bonjour. Tu explores donc l'intelligence artificielle, principalement le machine learning, et enquêtes sur les questions fondamentales autour des possibilités de dérives, de mauvaises utilisations potentielles de technologies. Et avec le projet Profilage facial qui est exposé sur le site d'Afropixel, tu es lauréate du 4e prix Arts et Humanité et aborde en particulier les dérives liées au logiciel de reconnaissance faciale. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je présente également Doy, que je remercie également de partager cette réunion. Doy, vous êtes enseignant-chercheur en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et parmi les nombreux travaux de recherche que vous menez, vous avez travaillé sur l'impact du numérique sur nos sociétés contemporaines. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. J'en viens à Monsieur Kiyindou, Alain Kiyindou. Donc, vous êtes professeur des universités, titulaire de la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et vous avez publié également de nombreux ouvrages sur l'intelligence artificielle et surtout son appropriation dans les pays en développement et plus particulièrement l'Afrique. Merci également de votre présence à nos côtés. Je présente également donc Felipe Villas-Boas, à qui je souhaite un très bon anniversaire aujourd'hui. Felipe, tu es artiste conceptuel. Tu explores notre utilisation des technologies et ses implications politiques, sociales, environnementales. Tes œuvres rendent visibles les transformations, aussi bien les accès que les excès, que les technologies opèrent dans nos sociétés et nous interrogent collectivement sur nos pratiques numériques et leurs implications éthiques. Et enfin, last but not least, j'introduis Fodé Diop. Fodé, bonjour et merci également d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Tu es entrepreneur, ingénieur logiciel autodidacte spécialisé dans la blockchain et les crypto-monnaies. Né à Dakar, mais tu as grandi et fait une partie de ta carrière aux États-Unis dans la Silicon Valley. Tu t'intéresses au Bitcoin depuis 2011 et de retour au Sénégal pour justement travailler sur les projets blockchain et Bitcoin ici même. Et donc, à la fois entrepreneur, data scientist et spécialiste crypto-monnaie, tu es aussi l'organisateur des premiers Bitcoin Developer Meetup de Dakar. Donc, voilà, je remercie encore chacun d'entre vous pour ce magnifique panel qui promet d'être passionnant. Et avant de vous donner la parole, je vais faire une courte introduction et une forme de mise en contexte pour poser un petit peu les bases sémantiques, quelques définitions génériques, rappeler le contexte géopolitique, technologique et sociétal dans lequel on se situe, et nous pourrons ensuite entrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, aujourd'hui, par technologie émergente, nous entendrons principalement 3 technologies, que sont en l'occurrence l'intelligence artificielle, la blockchain et après spécifiquement le sujet des crypto-monnaies.
On a souhaité commencer par quelques petites définitions brèves pour poser les choses. Alors, une définition très générique et consensuelle de l'intelligence artificielle que nous entendrons aujourd'hui comme un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes qui sont capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement ou le calcul. Par blockchain, on entend aujourd'hui donc un mode de stockage et de transmission de données sous forme de blocs liés les uns aux autres et protégés contre toute forme de modification. Sur cette technologie s'appuient donc d'ailleurs les crypto-monnaies, monnaies numériques en usage sur Internet, indépendantes des réseaux bancaires et liées à des systèmes de cryptage, et particulièrement sur la technologie blockchain. Par éthique, on entendra un ensemble de conceptions morales d'une société, et nous nous focaliserons aujourd'hui spécifiquement sur les sociétés du continent africain. Et enfin, par commun ou bien commun, nous entendrons des ressources et pratiques gérées collectivement par une communauté qui établit des règles et un principe de gouvernance dans le but de favoriser l'intérêt collectif. Sur ces sujets, le site d'Afropixel regorge de documents et d'informations que je vous invite à regarder pour approfondir. Mais venons-en au fait. Aujourd'hui, nous faisons cette conférence car l'intelligence artificielle constitue un véritable mythe de notre temps, parfois perçu comme apocalyptique, destructeur, ou alors fantasmé comme une potentielle résolution de l'ensemble de nos problèmes humains. Elle fascine autant qu'elle inquiète. Et il nous semble important de démystifier les technologies, l'IA, mais aussi les technologies émergentes, pour identifier leurs réels potentiels et dangers. Car aujourd'hui, on constate une véritable irruption dans nos vies de ces outils et qui constitue un chamboulement anthropologique à proprement parler, avec de nombreux défis à relever en tant que société. La préservation de l'autonomie de la décision humaine face à des machines qui peuvent être réputées comme infaillibles, la détection des discriminations qui peuvent être générées par la machine, la sauvegarde de logiques collectives qui peuvent parfois être érodées par la puissance de personnalisation du numérique. Il y a des enjeux déjà tangibles et qui questionnent d'ores et déjà les pactes et équilibres sur lesquels repose notre vie collective. Ces technologies dont nous parlons aujourd'hui sont d'ores et déjà partout dans notre quotidien individuel et collectif. À titre de société, si on parle d'IA ou même de blockchain, cela concerne des secteurs aussi variés que l'éducation, le transport, la santé, l'agriculture, le marketing, la finance, le juridique et même l'art d'ailleurs. On a d'ores et déjà également pointé des dérives sociétales, telles que les manipulations de masse ou des informations, par exemple, qu'on a pu constater lors de campagnes électorales dans le monde entier. Le potentiel de perte de libertés individuelles, la surveillance de masse ou encore la fragmentation ou la polarisation sociale qui sont favorisées par cette hyper-personnalisation permise par la machine. Et enfin, l'exacerbation des discriminations qui est également un vrai sujet. Mais pour autant, malgré toutes ces dérives potentielles, il y a également un formidable potentiel d'émancipation et de progrès au service du bien commun que peuvent constituer par exemple le progrès scientifique, médical, la facilitation au quotidien dans nos travaux grâce à la puissance de calcul et de mémoire des machines, le développement de nouveaux métiers ou encore la résolution de crises ou l'optimisation de thématiques telles que la mobilité par exemple. À titre individuel, c'est pareil. Ces technologies, on les côtoie d'ores et déjà, partout. Sur nos téléphones, dans les aéroports, dans les caméras, dans les rues, avec la reconnaissance faciale, les algorithmes de recommandation que nous côtoyons tous les jours sur les plateformes vidéo, les plateformes audio ou les réseaux sociaux, mais également la reconnaissance vocale à travers certains chatbots vocaux ou des assistants vocaux. La question se pose aujourd'hui de savoir si les technologies dissolvent notre socle commun. Car quand on regarde dans le passé, le pacte moral des révolutions industrielles et numériques était jusqu'alors une promesse d'amélioration de la vie pour tous. Et la question se pose aujourd'hui de savoir si cette promesse tient toujours avec les algorithmes. D'où l'importance d'un débat éthique sur l'éthique autour des technologies, afin de travailler au maintien et au développement de nos communs, à une vision morale qui peut avoir une autre finalité qu'une vision de profit ou de pouvoir, et surtout à une vision locale, adaptée aux réalités de chaque zone et de chaque structure sociale. Aujourd'hui, de nombreux enjeux existent, mondialement et localement, des enjeux économiques, écologiques, géopolitiques, mais surtout sociétaux. Et il nous est cher aujourd'hui d'éviter
que l'Afrique ne devienne le terrain d'affrontement des géants du numérique, qui dominent d'ores et déjà le marché mondial et orientent déjà leurs appétits sur le continent. Certains parlent même de cybercolonisation. En effet, la majeure partie de la valeur ajoutée créée par le numérique sur le continent profite à des économies étrangères. Les données sont le nouveau pétrole, on ne peut plus le nier, et il est important que le continent s'approprie ces technologies pour être en capacité de contrer ou de faire avec ses appétits et de faire ses propres choix sociétaux. D'où l'importance d'une réunion entre citoyens, sociétés civiles et entreprises qui ont un vrai rôle à jouer pour peser dans la stratégie du continent, mais également à essayer de travailler autour des biais, de ces dérives, car ces dérives viennent principalement de ce que l'homme fait et de l'usage qu'il fait de ces technologies à titre d'outils. À nous de choisir ces usages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous a semblé important d'aborder le sujet sous plusieurs angles et de nous pencher sur différentes pistes, avec des interlocuteurs au profil aussi varié que le sujet est complexe. Et en abordant en premier lieu, donc je vais passer la parole à M. Ndoye, l'impact du numérique sur nos sociétés, ce qu'il a pu être, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il peut devenir, ce qu'il peut tendre à devenir, et la façon dont on peut peut-être envisager un développement éthique de ces technologies dans le respect des droits humains, mais aussi des spécificités culturelles du continent. Monsieur Ndoye, je vous donne la parole. Merci infiniment Estelle, et merci évidemment à Marion et à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cet événement. Vous imaginez bien qu'après les folles journées d'émeutes que nous avons connues cette semaine à Dakar, c'est pour nous un réel plaisir de pouvoir retrouver la sérénité de tels débats. Votre question est extrêmement importante parce que lorsque l'on réfléchit à l'impact que ces technologies, ces nouvelles technologies peuvent avoir sur des sociétés comme les nôtres, évidemment, on se dit que le mot impact est évidemment celui qui convient le mieux. Parce que les grandes révolutions technologiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ce n'est pas la peine de remonter très loin. On peut juste s'arrêter à l'invention de l'écriture et plus tard à celle de l'imprimerie, à la Renaissance. On voit que ces grandes innovations technologiques ont un pouvoir de destruction et de restructuration, au sens où, en fait, elles recréent le cadre social, technique, où les imaginaires et les modes de vie pouvaient encore s'exprimer. Et en les déstructurant, elles mettent en place de nouvelles structures qui, d'une certaine manière, accouchent d'un monde nouveau. Et c'est cela qui fait qu'on les connaît comme des révolutions. Bien entendu, le mot révolution, quand on l'entend, on pense tout de suite à des révolutions politiques avec tout leur lot de violence et tout. Alors que ces innovations-là sont plutôt silencieuses. Et c'est cela qui fait que lorsque nous les vivons, nous ne percevons pas tout de suite leur caractère tout à fait révolutionnaire. Nous sommes à l'intérieur d'une révolution qui est en marche depuis, disons, une trentaine d'années maximum. Mais parce que nous sommes dedans, nous ne pouvons pas encore faire le décompte des transformations que nous sommes en train de vivre. Et pour cela, il est bon de lire un auteur comme Bertrand Gilles, qui a écrit beaucoup sur l'impact des révolutions technologiques sur les sociétés. Et Bertrand Gilles dit qu'en fait, toute société est un ensemble de couplage entre trois pôles. La société, l'individu à l'intérieur de la société et le système technique sur lequel tout ceci repose. Or, on sait que les sociétés, les imaginaires évoluent très lentement. Alors que le type de révolution que nous avons commencé à connaître à partir de la révolution industrielle ont un rythme de transformation et d'évolution qui est extrêmement rapide. Et le risque, justement, c'est qu'il se crée des désajustements entre les structures sociales et culturelles qui sont très lentes à se transformer et le milieu culturel qui change très vite. Et ces désajustements produisent ce que j'ai appelé tout à l'heure au début de mon propos, disons cette déstructuration-là. Et c'est ça qui fait que la plupart du temps, quand ça intervient, on a des mouvements de réticence, c'est-à-dire tout un ensemble d'idées qui sont produites par les gens qui vivent ces transformations très mal
et qui voient dans les nouvelles technologies donc un danger. On se souvient tous de cet article de Nicolas Carr qui a été publié dans The Atlantic, dans lequel il se demandait si Google nous rend idiots. Parce qu'il a remarqué qu'il ne peut plus se plonger dans une lecture profonde comme il le faisait avant, parce que son attention est tout le temps dispersée, il est toujours distrait par toutes sortes de notifications qui font qu'il a du mal à faire focus. Et il se dit que c'est comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui était en train de reconnecter ou de déconnecter ces neurones. Et ça a été un article qui a suscité énormément de réflexions sur justement un certain nombre de craintes que Internet a soulevées. Mais ces craintes, justement, sont contrebalancées par tous les effets bénéfiques dont on voit tout de suite les effets. Et pour lire cette dualité, cette ambivalence entre les effets et les dangers potentiels, on peut se rappeler un vieux texte qui remonte à l'Antiquité grecque, c'est un vieux texte de Platon, écrit à l'occasion de ce qu'il a produit et qui peut être considéré aujourd'hui comme un procès de l'écriture. À l'époque, l'écriture était devenue une pratique, disons, domestiquée, qui était entrée dans les mœurs et qui était donc devenue quelque chose de culturellement acceptable, accepté plutôt dans l'Antiquité grecque. Mais néanmoins, elle posait un certain nombre de problèmes par rapport à l'ancien monde. Et Platon a produit un concept qui est extrêmement important, que nous avons retrouvé aujourd'hui dans chez la plupart des chercheurs qui travaillent sur ces questions, c'est le concept de pharmakon. Le pharmakon en grec, c'est à la fois un remède et un poison. Remède au sens où il peut, d'une certaine manière, produire des effets bénéfiques, mais poison au sens où il peut être aussi très, très dangereux lorsque l'on ne s'en sert pas à bon escient. Et donc, si on est armé de ce concept, je pense qu'on pourrait échapper justement à certains extrêmes. Il y a des positions très extrémistes à propos de ces questions-là, notamment celle qui consiste à adopter une attitude de technophobie radicale qui consiste à dire que la technique est mauvaise, etc. Et aussi cette attitude presque irresponsable de technophilie qui consiste à croire que Internet va résoudre tous nos problèmes. Entre ces deux extrémités, il doit y avoir un juste milieu et c'est ce qu'une réflexion responsable devrait tenter de faire. Alors, il se trouve que lorsque nous réfléchissons à ces questions en les articulant à nos réalités sociales ici en Afrique, on se rend compte en fait que il y a toutes sortes d'usages qui sont possibles, qui sont d'ailleurs mis en œuvre dans beaucoup de pays, notamment dans le domaine de l'enseignement, où l'on voit par exemple un certain nombre d'opportunités qui sont offertes à nos États. Au Sénégal, par exemple, je peux donner l'exemple de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est une solution. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de cet usage. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça a été une réponse possible à la massification des universités sénégalaises. Je vous donne un exemple très simple. L'Université de Dakar compte 100 000 étudiants. 100 000 personnes, c'est la taille d'une grande ville au Sénégal. Une ville comme Tambacounda fait 75 000 habitants. Fatick, la ville natale du président, fait 45 000 habitants. Et ce sont des villes qui s'étendent sur 5-10 km. Là, vous avez 100 000 étudiants sur à peu près, disons, 2 km². Et chaque année, notre université reçoit à peu près quelque chose comme 20 à 25 000 étudiants, sans parler maintenant des autres universités qui sont à Ziguinchor, à Thiès, à Saint-Louis et à Bambey. Et donc, la solution qui avait été trouvée à cette massification a été de créer une université virtuelle dans laquelle les étudiants ne sont pas tenus. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas tenus, ils n'assistent pas à des cours en présentiel, tous les cours sont à distance. Ça vaut ce que ça vaut,
mais c'est déjà un début de solution à un problème qui nous est spécifique, nos pays africains. Et c'est donc un exemple qui pourrait nous permettre d'avoir une idée de ce que devraient être les usages ici en Afrique. Et à ce titre, est-ce que vous, selon vous, par rapport à ces usages, quel peut être le rôle de l'État, des gouvernants pour assurer justement, est-ce que les gouvernements peuvent avoir un rôle à jouer dans cette réflexion éthique et dans ces usages, ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez peut-être une limite à l'interventionnisme d'État par rapport au développement de ces technologies sur le continent? Oui, il est certain que nos États ont un rôle extrêmement important à jouer, ne serait-ce qu'un rôle d'encadrement qui consisterait donc à mettre en place des politiques d'appropriation d'outils technologiques qui ont été conçus ailleurs pour d'autres besoins, mais que nous devons nous approprier pour les mettre au service de nos propres besoins. On a là une exigence de mettre en place des politiques qui ne pourraient pas être, à mon avis, très, très profitables si nous n'avons pas un cadre panafricain à l'intérieur duquel nos gouvernements qui ont des moyens très, très limités pourraient de concert avoir des politiques régionales, sous-régionales, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans tous les domaines, en fait, quoi, de sorte à pouvoir faire face, disons, à cette... Parce qu'après tout, il ne faut pas oublier que tout ceci intervient dans un monde globalisé, dominé par un capitalisme libéral qui fait marchandise de tout, et qu'il faudrait, à partir de ce moment-là, essayer de penser des usages qui n'entrent pas dans ce cadre-là. Et c'est extrêmement compliqué pour des pays aussi démunis que les nôtres, vu que l'Europe déjà a du mal à faire face à ces GAFA, les grandes compagnies américaines. Et lorsque nous avions échangé autour de cette agora, vous m'avez mentionné que l'importance de l'État dans son rôle de favoriser l'appropriation, l'infrastructure, l'éducation. Vous aviez également pointé les limites de sa légitimité en tant que régulateur par rapport à la perception de la dépopulation. Tout à fait, parce que lorsque l'on parle de régulation, on pense tout de suite à une régulation politique, pour ne pas dire policière. Parce que la plupart des États perçoivent ces outils comme des moyens de contrôle. Et donc, les gens sont extrêmement méfiants quand l'État commence à mettre son nez dedans parce qu'on se dit que bon, voilà, des libertés individuelles sont en jeu et qu'il faudrait donc faire en sorte que le contrôle ne soit pas un contrôle policier parce que c'est devenu extrêmement possible maintenant, extrêmement facile maintenant pour beaucoup d'États de contrôler leur population à partir de ces outils-là. Et donc, il faudrait bien distinguer une appropriation pensée au niveau étatique en vue de mettre en place des politiques d'appropriation qui puissent être bénéfiques et un contrôle qui pourrait être nocif pour les libertés individuelles. Et donc, sous ce rapport-là, effectivement, l'intervention de l'État peut être délégitimée par ces craintes-là. D'accord, merci beaucoup. Et justement, Monsieur Kiyindou, je me permets de transférer la question, de vous transférer cette question. Lorsqu'on a préparé cette agora, vous aviez mentionné que vous aviez été mandaté ou sollicité par des États africains sur leur stratégie et leur vision, principalement concernant l'intelligence artificielle. Vous m'aviez indiqué qu'il y avait assez peu d'États qui travaillaient sur cette vision. Et là, vous aviez travaillé spécifiquement avec 2 pays. Est-ce que vous pourriez partager avec nous ces expériences? Ah, alors, attention, votre micro est coupé. Voilà, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. OK. Donc, merci de m'avoir invité à cet atelier, de partager avec vous cette question intéressante sur l'intelligence artificielle. J'aurais préféré être avec vous à Dakar, mais oui, nous aussi. Je suis à Bordeaux. On arrive quand même, grâce au numérique, à être ensemble, à échanger, à partager un certain nombre de choses. C'est une question intéressante, une question
je dirais, c'est un enjeu mondial hein, qui n'est pas nouveau. Cette question de l'intelligence artificielle, on a tendance à la traiter de façon un petit peu séparée, mais sachez qu'en Afrique, on a connu une suite de technologies de l'information et de la communication, et ça date de très longtemps. Et à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle technologie de l'information et de la communication, on a pensé qu'enfin, on allait résoudre tous les problèmes du monde, mais on s'est aperçu qu'il y avait à chaque fois un certain nombre de limites. Et les difficultés auxquelles on a été confrontés sont les mêmes qu'on constate aujourd'hui, également avec l'intelligence artificielle. Ce qui est sûr, c'est que avec la pression des organisations internationales, avec la pression des firmes internationales, les États africains prennent de plus en plus conscience de l'enjeu que représente l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a eu avant cette question de l'intelligence artificielle, mais d'autres sommets importants sur les questions de technologie de l'information et de la communication qui ont sensibilisé le monde. Je pense au sommet mondial sur la société de l'information hein, qui s'est tenu à Genève en 2003 et à Tunis en 2005. Ça ne nous rajeunit pas. Mais ce sommet a eu comme intérêt de pouvoir sensibiliser aussi bien les acteurs étatiques, les acteurs du privé et les acteurs de la société civile sur ce que ces technologies peuvent apporter au développement et peuvent apporter à l'amélioration des conditions de vie. Et donc, c'est cet espoir-là de pouvoir atteindre ce qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire le saut d'étape, de pouvoir aller plus vite dans la transparence, dans la démocratie, dans l'éducation, qui fait que les États prennent quand même cette question au sérieux. Il est arrivé dans le cadre de mes activités professionnelles hein, de travailler avec un certain nombre de pays sur les questions de numérique en général, mais aussi précisément sur cette question de l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'intelligence artificielle, je pense que n'est pas généralement intégrée dans la réflexion et dans la stratégie comme ça se doit. Généralement, c'est considéré comme un élément à intégrer dans la stratégie numérique. Donc, il y a une stratégie numérique qui existe dans chacun des pays hein, et on a généralement un code du numérique qui permet de spécifier un certain nombre de choses liées au fonctionnement du numérique. Et l'intelligence artificielle est traitée à travers ce code-là, alors que l'intelligence artificielle est assez spécifique à des enjeux énormes et mérite d'être traitée spécifiquement, avoir une stratégie différente. Donc là, on est dans des sortes d'adaptation, même si le numérique, l'intelligence artificielle est considérée comme faisant partie du numérique avancé, mais il est important de pouvoir mettre en place une stratégie différente. Et on va constater qu'en Afrique, il y a très peu de pays qui se sont lancés dans la mise en place d'une stratégie réelle de l'intelligence artificielle. Je sais que le Sénégal y réfléchit, je ne sais pas à quel niveau ils en sont. En tout cas, dans les pays d'Afrique francophone, il y a très peu de pays qui ont mis en place cette stratégie-là. Je connais très bien le Bénin, par exemple, avec lequel je travaille. Ils ont mis en place cette réflexion qui est assez avancée et ils ont décidé de mettre en place également une stratégie de l'intelligence artificielle. Et comme dans la plupart de nos pays africains, il y a certainement un manque de compétences au niveau local et on a dû recourir à un cabinet pour pouvoir mettre en place une stratégie de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que c'est une démarche qui est louable, hein, déjà de penser à mettre en place cette stratégie. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'une stratégie nationale doit partir d'en bas, en fait. Et quand on fait recours à des cabinets, qui sont généralement des cabinets étrangers, ce qui se passe souvent, c'est qu'on arrive avec des recettes toutes faites qu'on va venir imposer à un pays. L'État
va accepter cela et au niveau de la population, il risque d'y avoir un certain nombre de rejets parce qu'on ne se reconnaît pas dans cette stratégie, parce que les besoins n'ont pas été correctement identifiés, parce que le dialogue n'a pas été mis en place. Alors, cette stratégie-là mérite un dialogue important avec toutes les couches de la population pour que tout le monde puisse adhérer. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de transversal qui demande l'implication de l'État, l'implication du privé, l'implication du secteur de la société civile. Ça demande des investissements en termes d'éducation. Et donc, il faut que tous ces acteurs-là se mettent ensemble pour parler, identifier les besoins et partager les solutions qui doivent être mises en place. Mais au-delà de ce pays que j'ai évoqué, où les choses semblent avancer, et je félicite quand même tout ce travail qui est fait dans ce pays autour du numérique, parce que j'ai été amené à rédiger un rapport sur l'universalité d'Internet au Bénin, qui est très positif, comparé à un certain nombre d'autres pays que je connais. Il m'est arrivé également à discuter avec des acteurs politiques sur la question de l'intelligence artificielle, notamment au sujet de la construction d'un centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Et là, j'ai été surpris de constater des hésitations énormes au niveau des décideurs, au niveau des acteurs. La question qui se posait n'est pas une question nouvelle, hein. Ça a été déjà posé au moment où on a commencé à parler du numérique. Le conseiller avec lequel j'ai échangé me disait, mais nous sommes dans un pays où on a des problèmes d'eau, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'alphabétisation. À quoi pourrait bien servir un centre de recherche sur l'intelligence artificielle alors qu'on a déjà du mal à faire fonctionner nos universités, on a déjà du mal à faire fonctionner les autres centres de recherche qui sont vitaux. On peut comprendre cela, mais ce que je lui ai répondu, c'est qu'on ne peut pas attendre d'avoir réglé tous ces problèmes-là pour se mettre au niveau de l'intelligence artificielle parce qu'il s'agit d'un enjeu international, un enjeu de souveraineté, un enjeu de développement, un enjeu lié à l'éducation. Et c'est maintenant qu'il faut y mettre pour ne pas rater ce cap, parce qu'on a l'habitude en Afrique, on a raté beaucoup de révolutions. Et ça, c'est une révolution qu'on ne doit pas rater, puisqu'on a vu que les applications de cette intelligence artificielle sont nombreuses, sont efficaces. Et en Afrique, il y a aussi des choses qui se font. On est émerveillé quand on discute avec les collègues sur tout ce qu'on peut inventer dans notre continent. J'ai organisé très récemment un challenge sur l'intelligence artificielle en Afrique. J'ai demandé donc à des étudiants de différents pays de faire des recherches dans leur pays, de trouver tout ce qu'ils peuvent constater en termes d'émergence de l'intelligence artificielle, et les retours ont été très intéressants. Je tiens d'ailleurs à féliciter ici l'équipe du Sénégal qui a remporté ce challenge. Ce sont les étudiants de l'Université de Saint-Louis qui ont été primés. Mais en tout cas, ça nous a permis effectivement de réfléchir, de toucher du doigt cette inventivité qui existe. Et je pense que c'est sur ce point-là qu'on doit s'appuyer pour développer une intelligence artificielle qui soit au service du développement en Afrique. Vous aviez pointé l'intérêt des Fab Labs dans cette démarche de partir de la base, de relocaliser les technologies, de travailler en participatif. Oui, on arrive là, je pense, à la question de l'appropriation aussi, hein, parce que ce qui se passe souvent, c'est que l'Afrique a été généralement consommatrice des technologies qui viennent d'ailleurs, un petit peu comme des spectateurs. Les technologies arrivent, on les absorbe, on les utilise. Et là, à ce moment-là, on ne peut pas parler de l'appropriation, parce que pour qu'il y ait appropriation, il faut qu'on possède ces technologies, qu'on les mette en relation avec nos propres besoins, on les adapte à notre contexte. Et la première technologie en tout cas la technologie qui a été la mieux adaptée à l'Afrique, qui a été appropriée, je pense que c'est le téléphone portable. Aujourd'hui, on voit
comment le téléphone portable se déploie en Afrique. Tout ce qu'on peut faire avec, on a créé de nouveaux métiers qui n'existaient pas et qui ne sont pas connus en Europe. On a créé des usages qui n'existaient pas en Europe et qui sont aujourd'hui bien diffusés en Afrique. On peut penser à M-Pesa avec la question du mobile money. Aujourd'hui, en Europe, c'est maintenant qu'on commence à parler du mobile money, alors qu'en Afrique, ça existe déjà. Et cette inventivité est présente en Afrique. Et cette inventivité, on va également la trouver dans ce qu'on appelle les Fab Labs. On a tendance à ignorer, à négliger un petit peu le rôle de Fab Lab, mais je pense que le Fab Lab est un outil important que notamment les États doivent pas s'approprier, mais accompagner pour bien mettre cette structure-là, ces structures au service du développement de l'intelligence artificielle. Parce qu'on a là une organisation qui correspond vraiment à l'organisation, à la culture africaine. On a parfois des aînés et des petits frères, parfois on a des amis du quartier qui se retrouvent ensemble dans une sorte de solidarité pour partager leur savoir. Et c'est là que naissent les innovations. Beaucoup d'innovations sont nées là. Et on est aussi dans ce que les Indiens appellent le jugad, c'est-à-dire on fait beaucoup à partir de peu. Et je crois que c'est basé sur cette inventivité, sur ces structures-là pour développer davantage l'intelligence artificielle en Afrique. C'est vrai que pour l'instant, on ne parle pas beaucoup d'intelligence artificielle dans les Fab Labs, mais un accompagnement serait nécessaire et ça pourrait être un complément à tout ce qui se fait ailleurs. Je n'oublie pas, moi-même enseignant, je n'oublie pas tout ce qui peut se faire au niveau de la formation ordinaire, mais les Fab Labs sont associés également dans cette initiative. Et je m'excuse parce que le temps nous est compté, donc il faut qu'on arrive à aller de l'avant. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, juste coupez tous vos micros lorsque quelqu'un parle, parce que ça peut gêner l'écoute. J'avais juste envie d'aborder un dernier point avec vous avant de poursuivre sur la suite, qui était le risque d'enclosure. Lorsqu'on a préparé cette réunion, on a aussi identifié le fait que de nombreuses initiatives sont financées plutôt par des institutions privées ou publiques étrangères, et il y avait ce risque d'enclosure, donc d'accaparement du privé, ou même de l'étranger de certains de ces points. Et voilà, j'aurais juste voulu pouvoir conclure là-dessus avant d'entamer la suite sur les cas d'usage avec Felipe Villas-Boas. Oui, je pense que c'est un risque important dont il faut prendre en compte. On sait au niveau de l'intelligence artificielle, on a les maîtres du réseau qui contrôlent à peu près tout. On sait également que ces maîtres du réseau sont présents en Afrique à travers un certain nombre de centres de recherche sur l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, on a en Afrique des compétences, des inventions, des initiatives qui ne sont pas du tout protégées, ou sinon très peu, parce que les systèmes juridiques ne fonctionnent pas correctement, d'où la nécessité d'attirer l'attention des organismes de régulation, d'attirer l'attention de l'État, de façon à éviter cette enclosure qu'on a déjà vue, peut-être pas avec l'intelligence artificielle ou la technique de l'information et de la communication, mais on sait que au niveau de la pharmacopée, par exemple, il y a eu beaucoup d'inventions qui ont été réalisées en Afrique. On peut parler du Diagardoni, on peut parler de la yoyambine, qui ont été beaucoup utilisées par les anciens et qui ont été appropriées par des grandes sociétés. Je fais allusion ici à CRISPR, qui a utilisé une molécule qui était longtemps utilisée par les SAN en Afrique du Sud et qui a commercialisé cette molécule en s'appropriant cette molécule parce qu'on n'avait pas réussi. En tout cas, il y a un certain nombre de biais au niveau de la propriété intellectuelle qui font qu'il y a un certain nombre de connaissances qui ne peuvent pas être brevetées parce qu'on considère que ce sont des connaissances communautaires. Et donc là aussi, ce qu'il faut craindre également, et donc il faut prendre les précautions, et j'invite les juristes à se pencher sur ces questions-là, en tout cas, c'est de prévenir de cela, de faire attention, de faire en sorte que tout ce qui se développe dans les Fab Labs, toutes ces productions qui sont parfois communautaires, toutes ces inventions, tous ces braconnages qu'on assiste en Afrique, soient protégés de façon à éviter effectivement ce qu'on appelle l'enclosure.
Merci beaucoup, Monsieur Kiyindou. Du coup, on va prendre la suite pour pouvoir avoir l'opportunité de discuter tous ensemble. Donc, en fait, ce qu'on a vu avec ces différentes interventions, c'est l'impact ambivalent potentiel des technologies. On voit les limites d'une régulation étatique et on voit surtout l'importance de l'appropriation pour la prise en compte de toutes les composantes d'une société pour la base d'un développement favorable au commun. Je voudrais vous proposer désormais de nous tourner vers des cas d'usage concrets avec Felipe Villas-Boas, Marta Revuelta et Fodé Diop, qui tous trois vont nous présenter des initiatives, installations ou concepts sur lesquels ils travaillent et qui utilisent ces technologies IA ou blockchain, les uns d'une manière plutôt vertueuse et d'autres qui, au contraire, pointent les dérives potentielles. Je propose à Felipe Villas-Boas peut-être de prendre la suite par rapport à tes travaux autour de l'open data et de la reconnaissance d'images, par exemple. Bonjour. Merci d'organiser cette table ronde. Déjà, je suis très heureux d'être virtuellement à Dakar où j'ai beaucoup d'amis. Je salue les gens d'A3S avec qui j'ai collaboré il y a quelques années. Et pour nous plonger dans le sujet, déjà j'ai envie de parler du point commun à tout le festival, qui est la question justement des communs et de son sous-tiroir numérique qui aujourd'hui, je trouve, résonne particulièrement, puisque par temps de pandémie et de confinement, on se retrouve quelque part dépendant de notre accès, typiquement de notre accès au musée et au patrimoine culturel uniquement via cet écran. Et je trouvais que c'était une période assez forcément troublée, mais qui nous permettait peut-être de mieux réfléchir à la façon dont on imagine avoir accès à cette culture. Et que là où finalement on a vu les musées essentiellement tenter d'ouvrir leurs portes via des visites guidées ou des événements comme ça un peu ponctuels, il m'a semblé qu'il était intéressant de commencer à réfléchir à une politique en fait, de la donnée culturelle. Quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on parle d'abord des données qui vont avec. Mais dans le cadre de cet accès à la donnée culturelle en particulier, il me semblait intéressant donc de faire un état des lieux, disons déjà en France, où nous en sommes, par exemple, sur la mise à disposition de ce qui juridiquement, hein, dans notre Constitution, on pourrait tout à fait dire que la Joconde appartient à chacun des Français. Mais il se trouve que la Constitution donne aussi une gestion commerciale de ces biens publics au musée. Donc, on est là face à un espèce de paradoxe où le bien public est donné en gestion comme un bien privé. Donc, pour rejoindre un peu les questions qui ont été abordées sur l'interventionnisme étatique désiré ou pas, moi j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin pas d'un interventionnisme, mais d'une politique tout court. Et qu'à ce titre, je vois essentiellement les États, en tout cas l'État que je connais le mieux, l'État français, envisager sa politique numérique culturelle comme principalement comme une politique marchande. Les appels à projets, les divers PIA et autres sont là pour étayer des projets avec des véhicules privés, avec des entreprises. Là où le Covid nous enseigne que on a besoin aujourd'hui de structurer cet accès, de faire en sorte que les institutions publiques aient les moyens de transitionner, d'arriver finalement à
à ouvrir leur contenu, et pas seulement ouvrir leur contenu, parce que en fait, la question de l'open data, d'open access, c'est un peu qui cache la fait. Une fois qu'on a mis des données, alors que ce soit des données 2D ou des modèles 3D, par exemple, des statuts qui concrètement appartiennent aux citoyens, hein, je le répète, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière, c'est aussi la question de quelles sont les médiations qui vont avec l'ouverture et la mise à disposition, l'accessibilité de ces données. Et c'est un peu tout le plateau de la politique culturelle qui tendait finalement à valoriser le patrimoine et le musée comme des contenants. Moi, j'ai l'impression qu'il faut maintenant tourner le plateau et s'intéresser au versant contenu pour le mettre à niveau de ces difficultés d'aujourd'hui qui sont que on risque de se retrouver à nouveau avec ce genre de difficultés sanitaires. Et au-delà de ça, moi, j'ai envie de voir émerger une politique culturelle, alors nationale et internationale. C'est-à-dire que c'est à la portée de main de finalement chacun d'entre nous de participer, de contribuer à cette ouverture, mais il y a besoin, pour que ce soit bien fait, au lieu que chacun fasse de la robinetterie de data dans son coin, à faire des petites API pour rendre les choses accessibles, il serait intéressant de faire œuvre de bien commun, de se constituer une vraie plateforme, une espèce de banque commune, de banque publique de la donnée culturelle. Moi, je suis assez admiratif du travail qui a été fait ces 20 dernières années dans le domaine de l'astrophysique. On a fait des avancées, par exemple, en cosmographie, dans la cartographie de notre monde extragalactique, à partir du moment où, notamment des physiciens français, astrophysiciens français, se sont dit, mais peut-être que je peux rassembler toutes les données qui sont tombées dans le domaine public. Si je les rassemble, je vais augmenter ma vision de l'état de l'art, quoi. Et quelque part, j'aimerais qu'on travaille à ça. J'aimerais qu'on se dise, il y a aujourd'hui nombre de données culturelles, puisque je m'intéresse en particulier au commun culturel. Il y a nombre de biens culturels qui sont tombés dans le domaine public. Ce serait intéressant de se constituer en coalition d'acteurs divers, hein, que ce soit les musées, les citoyens, les associations culturelles, l'éducation, les tiers-lieux éducatifs aussi, enfin, que chaque acteur, y compris les États d'ailleurs, mais avec un siège comme un autre, qu'on réfléchisse à ce bassin commun de données qui, quelque part, est le legs de notre espèce et sur lequel, d'ailleurs, on peut absolument bâtir tout ce qu'on veut, que ce soit de l'art ou des services ou des produits. En fait, ça n'est pas contradictoire avec une activité économique. Au contraire, ça vient faire en sorte qu'il y ait un accès possible partout. Ça nous reconnecte un petit peu à cette utopie originelle de l'Internet, en tout cas quand il est passé dans la société civile. Et ça permet, oui, je pense, de tirer des leçons de ce qu'on vient de vivre là pendant un an. D'ailleurs, en fait, en tout cas pour la France, un an là, de quasi total confinement ou restriction. Donc, j'aimerais voir voir les États, et pas que les États, parce qu'en réalité, les citoyens le font déjà. Il y a beaucoup de groupes liés au commun, liés au partage, en fait, à la solidarité qui se constituent. Il y a des musées ouverts sur la question. Je pense à Rennes, je pense à Toulouse, où voilà, il y a des entreprises comme ça, locales, qui participent à cette mise en commun, mais je
je pense que ce serait intéressant de réfléchir à ça comme un étage supranational, parce que justement, il s'agit de productions qui appartiennent tous. Enfin, oui, la Joconde, techniquement, là, elle se trouve au Louvre, mais c'est un tableau d'un peintre italien. Enfin, je veux dire, à qui appartient la Joconde? Elle nous appartient à tous. Je veux dire, on devrait pouvoir tous le tenir entre les mains. Je dis ça de manière un peu abusive, mais c'est pareil pour la victoire de Samothrace. On devrait pouvoir se balader, aller admirer cette magnifique sculpture et, en faire le tour aussi, finalement. Même Louvre, on ne peut pas en faire le tour, alors que l'accès, les outils numériques d'aujourd'hui pourraient nous permettre ça et pourraient nous permettre de finalement revisiter notre culture de façon générale. Ce que tu dis, c'est du coup l'importance en fait que tu pointes, c'est de structurer les données entre différents acteurs pour permettre un partage, une ouverture qui peut être favorable en fait à l'innovation ou à la création et à la société en général en fait. Ben, exactement, il y a forcément, et c'est normal, dans le milieu culturel aujourd'hui, il y a un gros point d'interrogation sur quel est le modèle économique qui va avec, par gros temps, par pandémie, par exemple. Donc tout le monde est en train de se dire, bon, bah, il faut qu'on fasse de la visite à distance payante ou des choses un peu bizarres comme ça. Ils ne réfléchissent presque pas, j'ai l'impression, euh, leur mission intrinsèque, qui est une mission de service public, qui est une mission de diffusion du savoir, diffusion des histoires, diffusion encore une fois, du contenu. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques mois, en France, était annoncée l'ouverture du Grand Palais numérique, donc d'un nouveau lieu culturel, disons, dédié aux arts numériques, un peu comme l'Atelier des Lumières, par exemple. Et pour moi, c'était symptomatique, en fait. C'était symptomatique d'une lecture du monde où l'objectif est sans cesse de faire en sorte que des corps traversent des murs enfin, pour se cultiver, alors que aujourd'hui, les corps sont contraints, en fait. Bon, ce n'est pas le sujet, la biopolitique aujourd'hui, mais aujourd'hui, les corps sont contraints et finalement, notre cordon ombilical numérique vient nous y voir les magnifiques avantages qu'on en tire. Enfin, moi, je suis le premier finalement à développer des projets critiques autour du numérique, mais j'aime bien de temps en temps passer du côté, pas du côté obscur, mais justement me dire qu'avec ces outils, j'ai quand même là en main quelque chose d'intéressant qui est nouveau et qui peut me permettre de construire peut-être une nouvelle forme de cabane. Donc, les cabanes m'intéressent. Pardon, excuse-moi de te couper parce que le temps file. En parlant justement de cet aspect de construction, de faire quelque chose de positif avec ce type d'outils, est-ce que tu pourrais rapidement nous parler de ton projet en cours autour de la reconnaissance d'images en mer Méditerranée? Oui, alors c'est typiquement dans le cadre de ces projets où je prends la question du drone, la question de la reconnaissance faciale, la question de l'IA en général. J'ai plusieurs projets en cours de développement qui tentent après finalement avoir émis un certain nombre de critiques sur les excès, je tente de mettre en pratique, en tout cas de développer des histoires, des narrations, ou des produits, des services, enfin, des choses qui, quelque part, me permettraient de donner à voir un usage autre, par exemple, que l'usage mercantile, qui est le principal qu'on a sous les yeux tous les jours. Et typiquement, c'est via une rencontre
avec William Elong, qui est un Camerounais, qui a Monsieur Drone en Afrique, où on a commencé à travailler ensemble pour imaginer comment on pourrait finalement détourner l'usage de l'imagerie qu'on obtient avec les drones. D'abord et surtout, bien sûr, un outil en France, on en parle beaucoup comme un outil de surveillance. La Quadrature du Net, bien sûr, se monte au créneau à juste titre pour usage de drones aux manifestations, parce que voilà, on cherche à identifier qui sont les gens dans la rue qui manifestent. Mais au-delà de ça, je me suis dit, en fait, cette vision augmentée que permet le drone peut aussi, pourrait tout à fait aussi être un outil là où on a le besoin. Et là où on a le besoin, avec William Elong, encore une fois, on réfléchit, on se dit, mais aujourd'hui, typiquement en mer Méditerranée, il y a moins en moins de bateaux qui viennent en aide aux gens qui tentent de traverser la mer. Et donc, moins de bateaux, ça veut dire moins de paires d'œil, moins de vision, moins d'aide humanitaire finalement présente en mer. Et une façon de contrer cette diminution des forces humanitaires qui est vraiment malheureusement une politique européenne, hein, puisque l'Europe se monte en forteresse vis-à-vis de cette migration. Une façon de la contrer, c'est d'équiper, d'augmenter la vision des quelques bateaux présents sur place et de leur permettre d'avoir une meilleure vision de leur environnement, de pouvoir entraîner finalement une intelligence artificielle à partir des images de drones et de loter, bien entendu, et d'aller au plus vite, pouvoir, bien sûr, enfin, sauver potentiellement les bateaux les plus précaires et désigner finalement aux bateaux humanitaires les meilleures routes possibles pour sauver un maximum de monde, puisqu'on sait que c'est un souci majeur en mer Méditerranée. Donc ça, typiquement, c'est un usage qu'on s'apprête à tester, on l'espère, l'été prochain, si les conditions sanitaires nous le permettent. Mais ça nous intéresse fort. Et puis, on a surtout constaté que ça intéresse vraiment, typiquement, les ONG qui travaillent sur le terrain, puisqu'elles-mêmes sont soumises finalement à des contraintes. On fixe, enfin, on enlève les permis de naviguer au bateau. On est vraiment là dans une guerre juridique où les moyens humanitaires sont vraiment mis plus que puisque d'année en année, finalement, on compte sur les doigts de la main les appareillages qui font l'humanitaire en mer Méditerranée. Donc, c'était voilà, une réponse citoyenne à cette question-là, en imaginant que finalement, et là aussi, c'est presque un retournement de certaines critiques que moi-même je peux émettre sur la question du digital labor, par exemple, là où on nous vend de l'intelligence artificielle, se cache en réalité, et pour la plupart du temps, soit un travail de préécriture humaine et d'architecture qui n'a rien de robotique, qui est vraiment juste de l'architecture prépensée, soit effectivement des travailleurs du clic, hein, on en parle de plus en plus. Et typiquement sur ce projet de comment on peut augmenter la vision des bateaux humanitaires en mer Méditerranée, on peut se servir du modèle finalement d'externalisation ou en tout cas d'amélioration et de labellisation du modèle de l'intelligence artificielle en utilisant le temps potentiel des bénévoles qui s'intéressent à la question pour entraîner, pour labelliser au mieux les images que nous donnent les drones et pour faire en sorte que finalement le service soit le plus efficace possible et que finalement le temps
le temps de bénévolat que peu de gens ont finalement à donner sur des périodes longues. Entraîner une intelligence artificielle qui traite d'une question humanitaire, aller labelliser une intelligence artificielle, enfin des données qui permettent d'améliorer cette reconnaissance de bateaux et pour aller sauver des vies, c'est finalement aussi un moyen de retourner le système qu'on a critiqué par ailleurs en disant, ben voilà, il peut être vertueux si on se donne un objectif qui va dans le bon sens, quoi. Même si, encore une fois, c'est une stratégie pour contrer une politique qui est déplorable. Merci Felipe. Je m'excuse, c'est très frustrant avec chacun d'entre vous parce qu'il faudrait qu'on continue au moins 1 heure. Justement, je voudrais enchaîner sur ce retournement et cette autre utilisation qu'on peut faire des usages de ces outils, pardon pour le pléonasme, en abordant justement le projet de Fodé Diop autour du Bitcoin et de la blockchain au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, tu es donc spécialiste crypto-monnaie et blockchain. Et en fait, donc, toi, d'après ce que tu m'expliquais, tu travailles aujourd'hui avec la Fondation des droits humains au Sénégal sur un accès technique facilité à la technologie, ne serait-ce que ça, à la technologie blockchain, et après à des programmes de sensibilisation et d'éducation pour une émancipation citoyenne à des niveaux locaux comme internationaux. C'est bien cela? Voilà. Oui. Et d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Estelle. Franchement, tu as fait un excellent boulot avec les emails, avec les rappels, avec vraiment la préparation pour l'événement. C'était magnifique. Hein. Franchement, tu as fait un boulot et je voulais dire bravo. C'était excellent. Donc, mon nom est Fodé Diop. Je travaille en ce moment comme ingénieur full stack. Et par full stack, je veux dire que je fais toute la stack, quoi. Je fais du mobile, je fais du machine learning et aussi je fais de la crypto-monnaie. J'ai commencé avec Ethereum en 2015-2016 et après j'ai bougé un peu vers Bitcoin parce que c'est la technologie qui m'intéresse le plus. Donc en ce moment, je me concentre beaucoup plus sur Bitcoin et la technologie aux alentours de Bitcoin. Mais j'ai commencé avec la crypto-monnaie depuis 2011 en fait. Donc j'ai lu le papier, la thèse de Satoshi Nakamoto en 2011 et j'ai excusez-moi aussi de mon français, parce que je parle beaucoup plus anglais. J'ai grandi au Sénégal, mais je suis parti aux États-Unis très jeune. Donc, mon français n'est plus si fluide que ça. Mais je vais essayer de m'exprimer. On peut, si tu préfères, tu peux passer en anglais. Et non, c'est pas grave, c'est pas grave. Okay. Non, c'est pas grave. Tout le monde parle français, j'ai parlé français, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, en 2011, j'ai lu la thèse du Bitcoin, le papier de Bitcoin, et j'ai automatiquement pensé à l'Afrique. Tu sais, il y a un truc pour les Africains, c'est que n'importe où on est dans le monde, on pense toujours à l'Afrique. Et pour moi, c'est une chose en fait, qui est extraordinaire. Donc, en grandissant ici, j'ai vu qu'il y avait un problème en fait avec les monnaies. Il y avait des problèmes avec l'accès à la valeur monétaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que, un exemple très simple, hein, dans les villes africaines, par exemple, spécialement à Dakar, tu vois au centre-ville, il y a une centaine de banques. Dans n'importe quel coin, il y a la Banque de l'Afrique, Africa Bank, il y a la CBAO, CDAO, il y a toutes les banques qui sont disponibles en ville ici, à Dakar, par exemple. Et je suis sûr que c'est la même chose dans tous les pays africains. Et malheureusement, en Afrique, on a le taux le plus bas de bancarisation dans le monde. Et tu te demandes en fait, pourquoi est-ce qu'on a autant de banques et pour autant, on n'a pas assez de gens qui sont en fait dans le système bancaire qui est là. Donc, il y a bien évidemment un problème. Et moi, je me suis dit que bon, ce qui se passe en fait, c'est que les banques sont devenues comme un service de luxe en fait. Ils sont ici pour servir les gens qui sont déjà riches. Par exemple, une banque ne va pas ouvrir une succursale dans un village parce que ça ne les intéresse pas et parce que peut-être que le gars qui est dans un village en train de faire le paysan ne va pas vraiment apporter des bénéfices ou bien un peu plus d'argent à la banque. Donc, pour eux, elles sont surtout centralisées dans les villes développées, par exemple Dakar, au centre de Dakar, et dans les villes beaucoup plus, dans les villes centrales, par exemple, dans les capitales centrales.
Et donc, ce qui se passe, quand j'ai compris, en fait, le problème que les crypto-monnaies voulaient résoudre, en fait, je me suis dit que, bon, ce qui va se passer, je pense, dans le futur, c'est que le téléphone mobile va devenir la banque, en fait. Donc, si le téléphone mobile devient la banque, donc tout ce dont la personne a besoin pour accéder, en fait, pour accéder à la valeur monétique mondiale, ou bien pour accéder à l'économie mondiale, c'est d'avoir un téléphone mobile et aussi d'avoir accès à l'Internet, par exemple. Hein. Donc, c'est accès... Pardon? Oui, pardon, excuse-moi. Oui, désolé, il n'y a pas de problème. Donc, quand M. Ndoye parlait et M. Keyendou parlait, c'est comme s'il parlait de la blockchain, en fait, et même pas de l'intelligence artificielle. Parce que, donc, avec l'histoire, comme M. Ndoye a dit, avec la création de l'écriture, la création de l'imprimerie, avec l'imprimerie Gutenberg, c'était la démocratisation à l'accès à l'information. Et une centaine d'années plus tard, avec la création de l'Internet, c'était aussi la démocratisation de l'accès à l'information. Et ce que j'ai vu avec la blockchain et la crypto-monnaie, c'était l'accès à la valeur monétique. Tu vois, parce que pour moi, pour qu'un pays puisse se développer, à la base, une personne a besoin de santé, une personne a besoin d'éducation, une personne a besoin de se nourrir, une personne a besoin là où dormir, en fait, un toit au-dessus d'elle, et quelques autres éléments. Mais pour qu'on puisse, par exemple, en tant qu'Africain, joindre les pays développés, il nous faudra accès à l'information et aussi accès à la valeur numérique. Mais comment est-ce qu'on va faire si les banques, par exemple, ne peuvent pas joindre les gens qui sont, par exemple, dans les villages ou bien dans les coins reculés? À ce moment-là, comme je dis, je pense qu'avec une crypto-monnaie qui est décentralisée, ce qui veut dire qu'en fait, la crypto-monnaie n'appartient pas aux banques, n'appartient pas au gouvernement. Donc, ce sera un moyen de permettre aux gens, à n'importe qui en fait dans le monde, avec un téléphone, l'accès à l'Internet, de pouvoir faire du commerce avec n'importe qui dans le monde. Et de l'autre côté aussi, ce qui se passe, c'est que, et désolé, je vais retourner sur ce que je travaille, mais je pense que je voulais juste parler de ce que M. Ndoye, M. Kiyendou et M. Boas a dit il y a quelques secondes. Donc, à ce moment-là, si j'ai un téléphone et si j'ai un moyen de me faire payer par une monnaie qui est mondiale, partout dans le monde, à ce moment-là, en parlant par exemple d'intelligence artificielle, ce qui se passe comme M. Boas a dit avec son problème de labellisation des données, donc, automatiquement, on a une solution à un très grand problème. Parce qu'on a un déluge de données non labellisées, par exemple. On a des données en Afrique. On a des objets africains que l'IA ne peut pas en fait déterminer. En fait, hein. Par exemple, on sait que l'IA est très forte en ce moment. Tu peux donner une image et ça peut te dire que dans cette image-là, il y a une voiture, ou bien il y a une personne, ou bien il y a un bâtiment, ou bien n'importe quoi. Mais en Afrique, on a des objets qui sont absolument différents de partout dans le monde, en fait. Donc, ce qui veut dire que même en ayant accès à cette banque d'images, à un déluge d'images, on pourrait créer des boulots avec, par exemple. Et à ce moment-là, on a tellement de jeunes. Avec cet événement qui s'est passé à Dakar récemment, on se rend compte qu'on a un nombre extraordinaire de jeunes qui n'ont pas de travail. Et le chômage, en fait, au Sénégal, par exemple, et dans l'Est d'Afrique, c'est une bombe atomique qui va exploser si on ne crée pas des boulots pour ces postes-là. Donc, pour moi, ce qu'on peut faire, par exemple, un tout petit job qu'on peut créer, c'est on a assez d'images dans le monde, on a assez d'images en Afrique. Pourquoi pas ne pas les payer avec de la crypto-monnaie sur le téléphone mobile et les aider à labelliser des données, par exemple. Et à ce moment-là, on a, par exemple, avec les images de drones, on a des millions d'images de drones en fait. Hein, et des fois, on ne sait vraiment pas ce qu'on voit dans l'image. Donc, pourquoi pas en fait, créer ce genre de boulot-là? Ce qui veut dire que n'importe qui dans le monde peut payer un gosse en Afrique pour labelliser des données et les payer directement sur le téléphone. Tu vois? Donc, travail à toi, là, c'est... Hein? Pardon, je voulais juste, excuse-moi de te couper. Du coup, toi, ce que tu es en train de mettre en œuvre, c'est que pour que tout ça, ça puisse se faire, tu travailles aussi à une facilitation d'accès technique sur le...
justement, on puisse utiliser ces données ici sans avoir à dépenser trop pour du Wi-Fi ou une bande passante, ou ne serait-ce que le côté matériel. C'est ça, hein? Voilà, exactement. Et à ce moment-là, je pense que, donc, pour moi, c'est pour ça que, parce que la crypto-monnaie est une monnaie mondiale, en fait. C'est une monnaie qui permet à tout citoyen du monde de participer sur l'économie globale. Donc, à ce moment-là, on peut se perdre. Donc, on n'a pas. Parce que le problème, c'est que pour moi, personne ne va venir nous sauver en Afrique. Tu vois, ce ne serait pas le gouvernement, ce ne serait pas quelqu'un, par exemple, de l'extérieur, de l'Europe ou bien des États-Unis qui va venir en fait nous sauver. Et il faut qu'on se sauve en fait nous-mêmes. En fait. Et aussi créer des opportunités pour ces jeunes qui sont en Afrique. Parce que, par exemple, au Sénégal, en ce moment, je pense que le chiffre, c'est que 55% des jeunes au Sénégal ont moins de 20 ans. Tu t'imagines? Tu vois? Donc, je pense que M. Ndoye disait qu'il y avait 100 000 étudiants à l'université de Dakar, dans une petite superficie, on a 100 000 étudiants qui sont là. Tu vois. Et à la fin, je me dis qu'on ne pourra pas trouver des jobs à la fin. Donc, je ne pense pas que tout le monde va trouver un boulot. Donc, si on peut, par exemple, combiner l'IA et la crypto-monnaie, on peut créer des jobs où n'importe qui, comme je dis, en Russie, en Australie, en Chine, peut payer quelqu'un en Afrique directement sur son téléphone sans pour passer à la banque et leur donner un boulot à faire et plus leur payer en fait en crypto-monnaie. Et créer en fait. Voilà. Non, je dis du coup, est-ce qu'on peut qualifier ça d'une sorte de. Pardon, vas-y. Une nouvelle chaîne de confiance, en fait, qui puisse être valable aussi bien au niveau international que très local, finalement. Voilà, exactement. Très local. Donc on va du local ou bien du hyper-local au global, en fait. Et pour moi, c'est ce que les crypto-monnaies ouvrent, en fait, cette opportunité mondiale, en fait, hein, pouvoir connecter tout le monde, en fait. Parce que tu sais, les frontières, c'est juste théorique, hein. C'est quelqu'un qui a pris un stylo et a décidé des frontières entre les pays africains ou bien le reste du monde. Hein. Mais à la fin, je me dis que, tu sais, les êtres humains, on est tous les mêmes. Nous tous, dépendamment de la couleur de notre peau, dépendamment d'où on vient d'où, on veut tous la même chose. On veut être content, on veut être en bonne santé, on veut être éduqué, trouver quelque chose à manger et se divertir. Donc, à la base, on est tous pareils. Et malheureusement, c'est les médias et les gouvernements, des fois, je pense, qui essayent de nous segmenter et de nous mettre en groupe pour qu'on, je ne sais pas, peut-être pour en profiter de façon économique, genre, mais il y a des technologies qui s'ouvrent en ce moment. Et les technologies, comme M. Kim nous disait il y a quelques minutes, que ça va nous permettre, en fait, de leapfrog, de sauter, en fait, les barrières, de sauter, en fait, même de compresser le temps, en fait. Et par exemple, comme l'Afrique a fait avec les téléphones mobiles, va nous permettre, en fait, de gagner du temps et de pouvoir, en fait, de développer de façon extraordinaire, en fait. Et pour ça, on a besoin de ces nouveaux outils. On a besoin, en fait, de l'IA à utiliser dans des cas très particuliers. Et aussi, on a besoin de la crypto-monnaie dans des cas très particuliers, aussi pour permettre aussi à n'importe qui, comme je dis, de pouvoir participer dans l'économie mondiale. Des outils par et pour les Africains, c'est ce que tu dis. Pour les Africains, voilà, exactement. Je te remercie beaucoup. Si tu peux qu'intervenir en pas longtemps. Ouais. Parfait. Voilà. Donc, mon projet en ce moment, je voulais en fait juste préciser que je ne travaille pas pour la Fondation des droits de l'homme. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle Global Mesh Labs, en fait. Et on a reçu un grant de la Fondation des droits de l'homme récemment, au mois de janvier, c'est quand j'ai commencé, en fait. Donc, pour nous, donc moi, je suis en ce moment ingénieur spécifiquement au téléphone en Android et en Bitcoin. Parce que on se rend compte que même pour que les Africains puissent participer à cette révolution de crypto-monnaie, il faut optimiser en fait le téléphone et la bande passante du téléphone pour que le téléphone ne mange pas la bande passante du participant. Et que, par exemple, parce que malheureusement, les blockchains sont un peu les blockchains sont assez lourdes, par exemple, pour qu'une personne puisse faire des transactions
et au même moment ne pas épuiser sa connexion. Parce qu'on sait que la connexion est très chère en Afrique, par exemple. Hein. Avec 5 000 francs, 10 000 francs, tu achètes quelques gigas, mais si tu ne fais pas attention, c'est fini en 2 jours, 3 jours, par exemple. Hein. Donc, pour qu'on puisse en fait optimiser la connexion entre le téléphone et la blockchain, il faut qu'on puisse, en fait optimiser la taille de la donnée que le téléphone transmet à la blockchain pour que ça soit de façon plus efficace que possible. Par exemple, si la personne est dans une zone rurale, c'est très difficile pour que la personne puisse se connecter, dire que faire des transactions en crypto-monnaie. C'est vraiment difficile si la personne n'a pas de connexion et surtout si la personne n'a pas d'électricité. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes, mais je pense que c'est un pas en avance, en fait, pour pouvoir régler ces problèmes de participation mondiale et aussi d'avoir cette émancipation citoyenne, comme je disais avant. Merci beaucoup, Fodé. Après, justement ces deux exemples d'usage vertueux. J'aimerais aussi qu'on s'intéresse aux travaux de Marta Revuelta, qui justement travaille sur une approche qui va plutôt travailler sur pointer les dérives, pointer les ressentis ou les réalités en fait de nous-mêmes en tant qu'humains face aux algorithmes, aux machines et aux technologies. Et écoute, Marta, je te laisse la parole pour présenter tes travaux et puis également, on peut également aborder l'œuvre Facial Profiling qui est également disponible sur le site, permettant de pointer de manière très concrète et très démocratisée en fait certaines des dérives des technologies. Merci Estelle. Tout d'abord aussi, moi je voulais vous remercier à toutes les organisatrices et organisateurs de cette Agora, ainsi que je trouve super intéressant les briefs d'introduction sur lesquels tu as travaillé pour cette exposition, aussi de l'intérêt de chaque participant. Je suis ravie d'être là. Et en fait, malheureusement, j'ai bien entendu Philippe, qui est passé de l'autre côté de la force. Et je suis assez admiratif des travaux, des pratiques qui prennent les systèmes d'intelligence artificielle d'une façon constructive. Malheureusement, je suis encore ancrée dans la force obscure des systèmes d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est des formations professionnelles ou je suis assez dans un domaine de la sécurité, en fait, à niveau famille aussi. On travaille beaucoup sur la cybersécurité. Donc, je suis toujours, j'entends des projets qui vont dans le sens plutôt d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle, plutôt de machine learning et computer vision. Dans le domaine de la sécurité, il s'agit malheureusement aussi des systèmes de classification de l'être humain. Normalement, c'est des systèmes de classification binaire. Et c'est des systèmes qui ont un pouvoir de décisionnel assez énorme et qui puissent, pour la présente, provoquer beaucoup de préjudices et discrimination à celle-ci qu'on est, qu'on nous les impose en fait. Je veux passer assez rapidement pour ce projet AI Facial Profiling Levels of Paranoia. Dans ce sens-là, moi, je me suis inspirée des recherches scientifiques en psychométrie qu'il a eu de l'Université de Shanghai en 2016 et en 2017 dans l'Université de Stanford, dans lesquels il y avait des chercheurs en machine learning qui proclamaient avoir entraîné des systèmes de computer vision et des systèmes de reconnaissance des modèles ou de pattern recognition system à une efficacité assez élevée
pour détecter la criminalité et l'homosexualité juste à partir d'une analyse biométrique de notre visage. En fait, à ce moment-là, j'avais pris connaissance aussi d'une agence israélienne qui s'appelle Faceception, qui vend des systèmes, c'est une entreprise privée, qui vend des systèmes de sécurité pour des frontières, qu'ils clament avoir un système IA assez performant pour détecter les potentiels terroristes. Et à ce moment-là, j'ai travaillé sur mon mémoire qui parlait de ce genre de résurgence de la physionomie à partir des systèmes de machine learning, en fait. Comment on reprend des prémices de racisme scientifique et comment il se renouvelle à partir des systèmes d'intelligence artificielle. Et ce qui me paraissait beaucoup plus problématique, c'est que les systèmes IA légitimisent quand même ces prédictions et parce qu'on les donne comme plus objectifs et neutres, chose que ce n'est pas à la base. On les émet de plus en plus, mais avec mon travail, j'essaie de travailler sur la notion de déterminisme enchanté. En anglais, c'est Enchanted Determinism. C'est une notion que je trouve assez intéressante qui vient des chercheurs Kate Crawford et Campolo, et qui parle de tous ces discours de machine learning qui sont assez performatifs par rapport à tout ce que c'est détection, classification et prédiction, et qui en donnent comme magique, en fait, à niveau de performativité de la machine, en fait. Donc, c'est autant fascinant que ça me fascine en même temps que que je trouve assez horrifiant, on va dire. Et c'est pour cela que j'ai voulu, en fait, m'immerger vraiment de zéro, comme une espèce de scientifique que je ne le suis pas, mais pour construire ces systèmes depuis zéro, en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé assez intéressant quand on a parlé de digital labor, parce que pour la construction de mon dataset, j'ai travaillé un mois dans ma cuisine à labelliser manuellement. Et c'était hors de question d'utiliser des systèmes comme Amazon Mechanical Turk ou des choses de cet ordre-là. Donc, je voulais faire l'expérience de labellisation. Et effectivement, c'est très long et n'a rien d'automatique. Mais à ce moment-là, il fallait que je passe dans tous les processus des constructeurs d'un système de sécurité dans cet ordre-là. Il y avait une autre chose qui, malheureusement, la situation actuelle, il ne le permet pas, mais cette machine, ce projet, que c'est une IA qui est capable de détecter, si vous avez des skills avec les armes à feu, juste à partir d'une analyse biométrique de votre visage. Et si vous présentez des compétences avec les armes à feu assez élevées, il va prédire si vous êtes potentiellement dangereux ou vous ne l'êtes pas. En fait, c'est une classification typique binaire de ce système de détection, on va dire, ou de surveillance. Et en fait, on présente toujours cette machine avec une performance de profilage. Et c'est là où, à mon avis, ce travail a du sens. Parce qu'en fait, on profite un peu son effet oracle
on a remarqué qu'il y a une énorme attirance par l'audience de ce type de machines de détection par rapport à des traits psychologiques dans lesquels l'audience est assez attirée pour qu'une machine elle vous donne un jugement sur vous-même. Donc, en fait, on profite de cette attirance qu'il a, cet effet oracle, pour, à ce moment-là, si les personnes qui sont présentes, ils veulent participer à cette expérience, il y a un débat et une négociation qui s'établit, en fait. On ne laisse pas passer tout le monde d'une façon automatisée, sinon qu'on deal la donnée biométrique. Il s'agit de là demander qu'ils soient conscients de qu'ils ne vont pas pouvoir partir avec la fiche qui détermine si vous êtes potentiellement dangereux ou pas. Ça, c'est très important. Et à ce moment-là, il faut qu'ils s'accordent à nous donner sa donnée biométrique, qui à ce cas-là, c'est une donnée extrêmement sensible, car la protection, le règlement de protection des données en Europe, il estime que toute analyse de type psychologique sur la biométrie, il s'avère être une donnée, on a besoin du consentement pour l'obtenir. Et en fait, on a fait ça pour obtenir une situation dans laquelle on peut émerger la discussion et le débat. On peut révéler comment ils sont construits, les biais algorithmiques qui amènent. On montre absolument tout, la donnée avec laquelle on a entraîné l'IA. On voit que majoritairement, j'extrais des visages de Facebook. Donc, on peut voir déjà les biais algorithmiques qu'il est dans la donnée. On montre aussi toute cette légitimisation de la machine par rapport à un trait psychologique. Et on est assez surpris en fait, l'intérêt aussi que j'ai beaucoup, c'est la tolérance de l'audience par rapport à les disciplines autoritaires, en fait, aux technologies autoritaires. Et malheureusement, à l'heure actuelle, je me rends compte qu'on est des très bons, en fait, on est des bons clients, en fait. Il y a très peu de personnes qui, une fois qu'on a expliqué le concept, refusent. Et en fait, quand quelqu'un refuse de faire l'expériment, moi, je suis super content. Mais malheureusement, l'attrait de la machine, cette espèce de mission oracle, il l'importe majoritairement. Même si, à un moment donné, bon, peut-être ils envisagent que comme c'est un projet artistique, les enjeux, ils ne sont pas ils sont pas si grands. Mais même quand même, ouais, c'est vraiment une constatation que j'ai faite. Et je me dis, en fait, à niveau de sensibilisation, d'ouvrir le débat, il y a beaucoup, beaucoup de travail, en fait. Voilà. Tu pointes vraiment cette passivité un peu du citoyen face à la machine, à un fonctionnement qui peut être opaque. Et puis après, il y a cette prise de conscience de la perte de ces données. Est-ce que les gens réagissent après avoir participé à l'expérience? Est-ce qu'il y a des retours un peu choqués ou un peu... il y a des retours des gens? C'est minoritaire, en fait. Majoritairement, il y a les biais d'automatisation qui l'importent, en fait. Le fait qu'une machine il donne un jugement par rapport à un trait psychologique que vous savez déjà, en fait. Vous savez pertinemment si vous maîtrisez les armes à feu ou pas, en fait, mais qu'il y a votre visage qui le dit, en fait, sur un système complètement très problématique. C'est vraiment une analyse biométrique, en fait.
Au début des expériences, j'étais complètement déprimée, je dois vous avouer. J'étais là, mais il faut continuer à chercher comment on peut rendre ça encore beaucoup plus clair, les enjeux qu'il y a, mais c'est une question de travail en fait et d'envisager. C'est pour ça que malheureusement la situation elle ne le permet pas, mais je continue à travailler sur l'interaction en fait. Pour moi, c'est extrêmement important avoir l'audience tête à tête, avoir un vrai contact, un vrai dialogue en fait, absolument. Ah ouais, ok. Merci beaucoup Martha. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Du coup, on a terminé en fait les différentes présentations qui étaient passionnantes et je vous remercie encore toutes et tous, vraiment merci. Je pense que côté public, si jamais vous avez des questions, on peut en prendre. Pour information, donc l'interprète a dû nous quitter. Donc, si jamais il y a des questions anglophones, il ne va pas tarder à nous quitter. Donc, s'il y a des questions anglophones, on pourra les gérer également directement. Je vous invite à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Je vois que pour l'instant, ce n'est pas forcément des questions. En tout cas, moi, il y avait une question que j'aimerais vous poser à tous, toutes et tous, vous intervenants. C'était justement, on a vu qu'il y a une ambivalence de l'impact. On a vu qu'il y avait une nécessaire appropriation, que l'usage dépendait en fait de notre propre volonté et de notre propre prise de conscience. Et justement, sur cette prise de conscience collective et des choix de société qu'on peut faire, on voit qu'il y a l'importance d'un débat public. Et selon vous, quels seraient des moyens ou les moyens de stimuler ce débat public, de faire en sorte de démocratiser au maximum, parce qu'on voit que les œuvres d'art permettent de démocratiser, on voit que des nouveaux usages le permettent, tels que ceux de Fodé ou Felipe, la réflexion. Je pense que ce côté pluridisciplinaire, il est essentiel, mais est-ce que vous-même, vous auriez aujourd'hui-là, à l'issue de cette agora, des pistes à lancer pour essayer de stimuler le débat public et les choix de société éclairés? Je peux commencer un peu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. En fait, comme je pense que c'est M. Kendou qui disait ça avant, il faut qu'en fait, on consomme beaucoup de technologies en Afrique. Et il faut qu'on commence en fait à créer nos propres technologies pour qu'on puisse utiliser, pour qu'on puisse en fait résoudre nos propres problèmes en fait. Et par exemple, disons l'appropriation de la technologie, par exemple dans le cas du machine learning ou bien dans le cas du NLP, du Natural Language Processing, on voit que en fait toutes ces technologies-là sont basées sur l'anglais quand même, tu vois. Et moi qui parle anglais et wolof, je suis convaincu. J'ai passé la moitié de ma vie au Sénégal et la moitié de ma vie aux États-Unis. Je suis convaincu que les langues africaines sont beaucoup plus profondes que l'anglais. Tu vois. Donc, en ce moment-là, en fait, pour le NLP, il faut en fait créer des librairies dans nos langages locaux, par exemple. Hein. Et je sais que ce n'est pas évident. Parce que, comme je dis, parce que malheureusement, toutes ces technologies-là sont créées par les grandes compagnies comme Google et Facebook et Amazon, du genre. Et des compagnies qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et beaucoup de gens avec des doctorats qui travaillent dans ces projets-là. Mais heureusement pour nous aussi, on voit que dans le cas de Deep Learning, TensorFlow, il est open source. Scikit-learn, il est open source. Donc, toutes les librairies qu'on utilise en fait pour la machine learning sont open source. Mais si on veut faire par exemple du Natural Language Processing, du NLP, c'est souvent basé sur l'anglais même. Est-ce qu'on peut en fait vulgariser l'apprentissage par exemple, ou bien pour nos data scientists, pour nos mathématiciens, pour les personnes qui font du NLP, pour les trucs vocaux du genre, vocal interface du genre, est-ce qu'on peut en fait intégrer beaucoup plus nos langages locaux, par exemple? Et je pense qu'avec ça, ça commence très tôt en fait avec l'éducation même. Et malheureusement, par exemple, en Afrique, au Sénégal, le langage en fait c'est le français. Donc on parle wolof à la maison, mais
au lycée ou bien au primaire, on parle le français. Dans mon cas, j'ai parlé Wolof chez moi. À l'école, j'ai fait le français. Et aux États-Unis, il fallait que j'apprenne l'anglais. Et chaque fois que c'est comme si j'avais toujours des obstacles juste pour m'éduquer. Tu vois. Donc, malheureusement, et je sais que c'est important qu'on puisse parler français parce que le français est partagé par 14 pays africains. Donc, c'est un langage commun. C'est un langage pour qu'on puisse en fait faire du commerce, pour qu'on puisse en fait plus communiquer entre nous et bénéficier en fait de nos frontières communes et de ce langage commun. Mais je pense qu'il faut aussi valoriser nos langages culturels et peut-être intégrer ça en fait dans la machine learning et l'IA. Et je pense que de là, on peut faire vraiment des développements extraordinaires. Parce que, par exemple, petit exemple, ma maman utilise le téléphone avec WhatsApp. Ma maman n'est même pas trop éduquée. Hein. Elle a fait un peu de lycée et c'est tout. Hein. Donc, elle prend le téléphone, elle fait un message vocal sur WhatsApp et c'est presque ça. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que les interfaces là sont faites en fait pour le Western world. C'est fait pour les Européens et pour les Américains. Nous, en Afrique, je pense qu'il nous faut en fait une interface vocale. Donc, on parle au téléphone beaucoup plus qu'on écrive. Hein, parce qu'on a aussi une population qui n'est pas trop éduquée. Je ne sais pas le bon word to say. Une population qui n'est pas vraiment partie à l'école déjà. Et tout le monde peut communiquer de façon orale. Et il faut qu'on développe en fait cette technologie-là de machine learning et de NLP, de Natural Language Processing, avec nos propres langages. Et je pense que c'est là qu'on peut en fait vraiment vulgariser ces connaissances. Oui, ça peut favoriser l'appropriation. Ouais. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir sur ce point ou sur le point de comment stimuler le débat public et favoriser des choix de société? Oui, Monsieur Kindou. Alors attention, vous êtes toujours en muet. Je vais juste remettre votre micro. Voilà, je disais qu'il y a M. Ndoye qui avait demandé la parole avant moi. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Je vous laisse. Pardon. Ouais, alors, M. Ndoye, pas de souci, allez-y, Bado. Du coup, par contre, il faut juste remettre votre micro pour qu'on vous entende. Ah, voilà, merci, M. Kindou. En fait, moi, il y a une question qui me paraît extrêmement importante. Qu'on n'a pas eu malheureusement pas le temps de développer, c'est la question des données massives, des big data. On le sait, c'est devenu aujourd'hui une richesse incroyable, inestimable. C'est devenu le nouveau pétrole. Et je crois que on ne pourrait pas développer une véritable politique d'appropriation de ces outils si nous ne réfléchissons pas au caractère stratégique de ces données-là. En mettant en rapport la réflexion avec une question qui a été débattue en Afrique depuis au moins les années 70, c'est l'extraversion de nos économies. Les pays africains ont une économie extravertie au sens où celle-ci est tournée vers la satisfaction des besoins de la métropole, du centre. Nous sommes, c'est-à-dire que le capitalisme mondial est organisé en centre, un centre hégémonique qui a des périphéries et nous sommes à la périphérie. Et nos économies sont des économies d'extraction qui sont tournées vers les besoins du centre. Et pour inverser la tendance, je crois qu'il faudrait peut-être essayer de voir quelles sont les opportunités qui nous sont offertes par les nouveaux objets. Parce que si nous ne réfléchissons pas à cela, ce qui se passe, c'est que on le sait tous, le modèle économique dominant aujourd'hui sur Internet, c'est celui qui a été imposé par les GAFA. Et ce modèle fait que à chaque fois que quelqu'un achète un ordinateur quelque part sur la planète et se connecte, il laisse des traces qui sont récupérées par ces grands majors parce qu'on a en fait un profil intelligible, plutôt un profil numérique pour chaque internaute. Et ces traces produisent un certain nombre de données qu'ils exploitent et qu'ils mettent au service des majors de la publicité. Alors, c'est très extraverti pour nous autres parce que nos États n'ont pas encore compris à quel point ces données sont importantes. Par exemple, si vous prenez par exemple Facebook ou Instagram, ils ont sur les Africains plus de données que nos gouvernements eux-mêmes.
Et tout se passe comme si ces derniers n'avaient pas compris l'intérêt stratégique de ces données. Et à mon avis, le débat public devrait majoritairement porter sur ces questions pour qu'on essaie de voir comment réorienter tout cela sur le continent, parce que ce sont des richesses incroyables qui partent du continent vers le centre, en réalité, c'est-à-dire vers les grands majors qui contrôlent Internet. Et à mon avis, une réflexion sur l'extraversion de nos économies devrait intégrer cette donnée. Voilà. Oui, effectivement, c'est un vrai sujet, oui. Monsieur Kindu, vous souhaitiez du coup compléter? Oui, je partage tout à fait donc, cette analyse de monsieur Ndoye sur la question des données et de la technocolonialité. Il y a aussi ce terme-là qui ressort de temps à autre et on devrait effectivement faire très attention à cela. Et il y a une des solutions qui ne pourrait pas résoudre tous les problèmes, mais c'est déjà d'arriver à garder dans les pays africains les données qu'on peut contrôler. Et ça passe par la construction des data centers un petit peu partout, des calculateurs sur place, comme on est en train de le faire actuellement. Il y a aussi un point que je voulais souligner, c'est qu'en fait, il faut partir aussi du fait que la technologie n'est pas neutre. La technologie est porteuse d'idéologie. La technologie a une certaine rationalité qui n'est pas forcément la rationalité africaine. Vous voyez, par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, on accepte tous cette notion d'intelligence artificielle sans la discuter, alors qu'on sait que chez nous, la notion d'intelligence ne se comprend pas de la même manière qu'en Occident. L'intelligence chez nous, enfin, ça dépend des cultures, mais elle intègre la notion de l'émotion, elle intègre la question de la sensibilité, elle intègre la question de la responsabilité. Et tous ces éléments, on ne les trouve pas dans l'intelligence artificielle telle qu'on nous la présente actuellement, qui est basée sur des modèles qui sont très quantitatifs. Donc, à force d'accepter effectivement ces termes-là sans les interroger, on accepte aussi une façon de penser qui est très différente de la nôtre. Mais je voudrais surtout revenir sur le débat public pour cette question-là. On ne l'a pas évoqué jusque-là. Je suis très étonné, effectivement, surtout quand je suis en Afrique, de voir tous les débats qu'il peut y avoir autour de la politique. Aller dans les rues, dans les maisons, ouvrir les médias, et il y a beaucoup de débats sur la politique, mais quasiment pas de débats sur des questions importantes telles que ces questions de technologie qui pourtant sont au cœur de l'économie, au cœur du devenir des sociétés. Aucun débat, mais je pense que là, il y a lieu, et ça dépend aussi c'est une question d'éducation, mais il y a lieu de réintroduire ces débats-là au sein des médias, qui est un des moyens, vecteurs importants pour associer la population à ces questions. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, je vois par exemple, ce qu'on appelle les parlements de rue qui se développent un petit peu partout sur en Côte d'Ivoire. Et ce sont des lieux aussi qu'on peut mobiliser pour poser ce débat public en question. On peut utiliser également d'autres moyens qu'on a utilisés dans le cadre de la vulgarisation agricole, par exemple, qui étaient les théâtres populaires qui ont beaucoup été utilisés, qu'on peut aujourd'hui mobiliser également pour cette question-là. Donc, il y a tout un travail important à faire. Mais il y a aussi effectivement les aspects artistiques qui ont été évoqués et tout ce qui est exposition, tout ce qui est organisation de challenges. Mais c'est vraiment un problème transversal. Il n'y a pas une seule solution, mais je crois que c'est tous les acteurs de la société qui doivent se saisir de cette problématique et chacun à son niveau a une partie de la solution. Mm-hmm. Oui, d'où l'intérêt d'une approche pluridisciplinaire et où société civile, État, institutions, aussi privé, secteur privé et citoyens, chacun a son rôle à jouer. Et c'est vrai que la difficulté, elle est d'impliquer tout un chacun. Oui, c'est ça. Je voudrais rebondir aussi sur le fait que, bon, au niveau, puisque je parle aussi au nom de la chaire UNESCO, nous avons une solution que nous sommes en train de mettre en place, qui ne résoudra pas tous les problèmes, mais qui pourrait permettre également de partager, d'échanger sur cette question-là.
c'est la création ce qu'on appelle l'Observatoire de l'intelligence artificielle sur laquelle on est en train de travailler. Donc, c'est un observatoire que nous comptons construire en collaboration avec les acteurs de l'intelligence artificielle, donc les usagers, bien entendu, de l'intelligence artificielle, ils sont aussi des acteurs, les professionnels de l'intelligence artificielle, les chercheurs et les décideurs politiques. L'idée, c'est d'avoir cette plateforme sur laquelle on pourrait avoir toutes les données, peut-être pas toutes les données, mais les données principales sur l'intelligence artificielle en Afrique, mais aussi organiser des espaces d'échange, des espaces de débat. Donc, ce serait un grand portail qui pourrait permettre d'unir les Africains autour de cette question de l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, ce n'est pas une initiative étatique, c'est une initiative civile. On espère que les acteurs étatiques pourront nous accompagner dans la réalisation de cet objectif. Et les artistes auront leur place dans ce centre? Bien entendu. Bien entendu. Très bien. Est-ce que vous souhaitez réagir sur d'autres points, Felipe, M. Kindou, Fodé, M. Joy, ou est-ce que on peut peut-être... Je vois qu'il n'y a pas de questions qui ont émergé. Je pense que Martin a levé sa main. Ah, oh, pardon, excusez-moi, je suis un peu perdue. Oui, Martin, pardon. Oui, je voulais rebondir sur la question que M. Kindou il a amenée, que je suis assez complètement d'accord qu'il faut impliquer la société civile, en fait, avec un genre de... pour qu'il n'y ait pas un effet de technophobie qui s'installe, parce que vu que cette technophobie ou cette rejet vis-à-vis de la technologie, du coup, ça devient de l'ignorance et du coup, on est beaucoup plus soumis à ces questions et à ces effets pervers de la technologie. Et en fait, il me semble assez essentiel le point que vous évoquez, de créer des structures civiles de transmission ou de... Par exemple, nous, on a... Mais ce n'est pas évident, effectivement, mais je trouve que c'est là où toute la question, à niveau de transmission des connaissances. Nous, on a créé un collectif qui s'appelle Bureau de crise, dans lequel gratuitement on donne des security trainings, en fait, des ateliers de sécurité dans lesquels on démystifie complètement tous les aspects de cryptographie, par exemple, des outils cryptographiques qu'on peut utiliser, l'utilisateur comme tout le monde, déjà pour un peu couper cette extraction des données qui va vers les GAFA, absolument. Et là, on s'est trouvé vraiment dans lequel l'implication d'une audience civile, elle n'est pas évidente, mais je pense que c'est là où tous les combats, il se fait. Dans le fait dans lequel la société civile, elle s'approprie les débats sur les technologies. Ce n'est pas, j'imagine que ce n'est pas facile, évident en Afrique, mais ce ne l'est pas non plus en Suisse. En fait, étonnamment, dans les moments où on a une démocratie directe avec les systèmes d'initiatives populaires, la technologie et les enjeux technologiques, ils restent quand même au-delà de notre accès. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est un point essentiel, en fait. Merci. Merci, Martin. Est-ce que... Je peux bien rajouter un mot? Oui. Si je peux. Avec plaisir. Pour compléter, ouais. ce qui a été dit sur en fait, l'implication et l'acculturation à ces questions techniques. J'ai envie de citer Gilbert Simondon, en fait, qui dès la fin des années 60, du mode d'existence des objets techniques, pointe du doigt ce qui nous pose problème là aujourd'hui,
dans ces questions-là, c'est-à-dire nos lacunes, notre manque de culture technique en général. C'est-à-dire que le XXe siècle a un peu, bien qu'étant finalement un grand siècle d'industrialisation et finalement la notion de progrès technique a un peu porté à la fois l'économie et autres, il y a dans ce nouveau siècle-là naissant l'idée que finalement la culture technique doit revenir à un fondement de la culture générale et ne doit pas être considérée comme finalement une sous-catégorie de nos connaissances. Mais ça, c'est intéressant parce que ça permet de ne plus hiérarchiser finalement, de ne plus snober notamment un certain nombre de métiers et de quelque part redorer le blason à ces savoirs, à ces savoir-faire qui longtemps d'ailleurs on donne finalement la question technique, on sous-traite beaucoup cette question de manière générale dans l'économie. Et Simondon, à la fin, c'est en 1958, je crois qu'il écrit du mode d'existence des objets techniques, il pointe déjà ça du doigt, il dit en fait, dès le milieu du XXe, lui, il a l'impression qu'on met de côté, on oublie qu'en fait la technique est au cœur de notre société. La technique, en fait, n'est que production de fonctions mécaniques, cognitives que nous intériorisons. Michel Serres en parle beaucoup, et d'ailleurs, c'est drôle parce que je l'ai pas mal écouté sur la question, sur la peur de l'écriture, de l'extériorisation de l'accès au savoir, et il répondait à Platon justement en disant que certes, je n'ai plus accès directement à ce savoir dans ma tête, mais je sais toujours comment y accéder. Donc lui, il était assez tranquille sur cette question-là, contrairement à Bernard Stiegler, d'ailleurs, qui est finalement le descendant de Platon. C'est lui qui prenait, qui parlait et diffusait beaucoup cette question cette notion de pharmacon. Et arriver à cet état d'équilibre du pharmacon, je pense, passe par effectivement cette idée que la culture technique en général, la culture scientifique doit absolument réintégrer à un haut niveau les esprits, enfin en tout cas doit faire partie du débat public autant que finalement les questions de la cité, enfin comme une question de la cité à part entière, parce que pourquoi ça devient une question primordiale dans absolument tous les débats, cette question d'IA? Parce que cet espace numérique finalement est notre espace public bis, parce que c'est un commun, parce que c'est un espace que nous partageons et qui comme sur la place publique, comme sur la question des espaces publicitaires, il y a la ville de Grenoble en France qui a décidé de supprimer toutes ces affiches publicitaires, d'arrêter de polluer mentalement ses administrés, parce que voilà, quelque part, elle va sacraliser la notion de l'espace public et que quelque part, il y a besoin de donner un périmètre à ce bien commun. Donc, mais pour donner ce périmètre, il faut qu'on se mette à jour sur effectivement la connaissance de cet espace public bis, quoi. Il faut qu'on sache que c'est un objet en soi, que c'est central aujourd'hui en tout cas. Effectivement. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on arrive un petit peu au bout de notre temps. Il nous reste quelques petites minutes. Si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, ce sera avec grand plaisir. Sinon... J'aimerais bien répondre à une question qui est dans le chat là. Ah, alors pardon, je l'ai vu passer. Non, il y a une personne qui disait comment entendez-vous utiliser la machine learning pour booster la... Ah oui, elle était spécifiquement sur le Bitcoin. Oui, oui. Voilà. Je pense que je voulais juste ajouter un mot. Je pense qu'il y a une opportunité extraordinaire. Parce que je pense surtout aux jeunes qui sont en Afrique, parce qu'il n'y a plus raison d'aller essayer de chercher un boulot quelque part déjà. Je pense que le monde est ouvert
avec juste un ordinateur portable, par exemple, un ordinateur avec l'Internet, on peut trouver à gagner des sous partout dans le monde. Donc, avec la machine learning et avec la crypto-monnaie, c'est absolument possible. Donc, ce que je fais personnellement, et ça, ce n'est pas un conseil financier, je ne suis pas comptable, je ne suis pas banquier, je ne suis rien, je suis juste un développeur. Donc, on peut utiliser la machine learning avec les trading bots. Par exemple, si on va dans les plateformes de crypto-monnaie, il y a souvent une API. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est on peut connecter un programme qu'on a écrit pour pouvoir faire du trading automatiquement. Parce que le trading, maintenant, ça ne se fait plus à la main. Parce que c'est du high frequency trading. Donc, avec un trading bot, on peut déployer ça sur un serveur et ça peut marcher 24 sur 24. Ce qui veut dire qu'on peut se faire de l'argent en dormant, en fait. Donc, l'essentiel, c'est d'utiliser vos connaissances, par exemple, en machine learning, parce que c'est les mêmes outils. C'est du scikit-learn, les pandas, les data frames. C'est toute la connaissance, en fait, de machine learning. Et on prend, en fait, le time series, les données en time series de la crypto-monnaie, parce que les crypto-monnaies ont déjà 10 ans. Déjà, hein. Le Bitcoin a commencé en 2009, donc ça fait déjà presque 11 ans que... Donc, on peut connecter un trading bot sur une plateforme comme Binance et on peut faire du trading automatisé avec la machine learning derrière pour vendre et acheter de la crypto-monnaie automatiquement avec un programme. Et je pense que c'est une opportunité extraordinaire et tu n'as pas besoin de carte de crédit, tu n'as pas besoin de carte d'identité. Et parce que la crypto-monnaie elle est mondiale, donc n'importe qui, n'importe où peut participer, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Kenya, n'importe où. Je pense que c'est une opportunité qui est extraordinaire. Et tout ce dont on a besoin, c'est de la connaissance et aussi d'apprendre à programmer. Et si on a une petite connaissance en Python, on peut se mettre et ça vous permet aussi de vous entraîner avec la machine learning. Parce que malheureusement, des fois, on va à l'école ici au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui connaissent la machine learning, mais elles ne pratiquent pas la machine learning en fait. Comme par exemple, moi, j'ai des camarades ici au DIT, après le programme, c'est des filles, hein. Ils ne parlent même plus de machine learning, de rien. Et pour moi, en fait, c'est une façon de continuer à apprendre et à développer ces skills sur la programmation, sur l'informatique, aussi l'IA, par exemple. Et on peut utiliser ça sur un domaine où on peut se faire de l'argent, donc avec la crypto-monnaie et l'IA. Ça a le mérite d'être concret. Voilà. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, alors, on a une petite proposition pour finir en toute légèreté. C'est que ceux qui le souhaitent peuvent allumer leur caméra pour une petite photo de groupe immortalisant cette magnifique session. Donc, voilà, vous pouvez allumer vos caméras. Et puis, voilà. Et en tout cas, je tiens surtout à vous remercier, vraiment intervenants et intervenantes, parce que c'était un échange des plus passionnants. Beaucoup trop court, mais qui avait pour objectif de lancer des pistes aussi et de lancer des questions. Et j'espère qu'on aura l'occasion de les poursuivre. Vraiment un grand merci pour votre participation et vos apports à ces échanges. Et donc, juste avant qu'on fasse la photo, je voulais simplement signaler à toutes et tous que la prochaine Agora aura lieu le 31 mars prochain, cette fois-ci sur IA et art, donc pour pouvoir dans une belle continuité de celle-ci. Voilà, maintenant, je laisse place à la légèreté et à nos plus beaux sourires. Voilà, Delphine, on est bon? Ok, eh bien, écoutez, merci à tous. On va donc se quitter sur cette photo et j'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, merci Estelle. Merci beaucoup. Merci à tous et c'était génial. Merci. Merci, ciao. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, ciao. Merci. Au revoir, Martha. À bientôt. Ciao.